sans plus tarder, je vais donc vous présenter Sarah Champagne. Donc, Sarah est journaliste au journal Le Devoir. Elle se penche sur les questions d'immigration, mais aussi sur d'autres thèmes, dont les différents maillons de la chaîne alimentaire, les pesticides et l'environnement. Donc, après avoir réalisé des reportages dans 16 pays, sur 4 continents, en français, en anglais, en espagnol, elle se concentre maintenant sur les reportages qui peuvent changer les choses dans sa propre communauté, donc le Québec. Donc, mais je suis vraiment contente d'être là. On est souvent seul avec notre téléphone et notre ordinateur quand on est journaliste. Ça fait du bien de pouvoir appeler des professeurs, des chercheurs, puis Adèle Garnier, Daniel Bélanger, Aline Lechaume qui est ici, d'autres chercheurs aussi, d'Erika, je communique avec eux régulièrement. Puis donc, je remercie beaucoup la Chaire de recherche du Canada des dynamiques migratoires mondiales et l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, la belle photo que vous voyez ici, c'est quand on fait du terrain en journalisme international, mais des fois, on se ramasse qu'il n'y en a pas de motel, qu'il n'y en a pas d'hôtel, puis on se ramasse dans une auberge avec des collègues avec une toilette séparée par un rideau de douche qui ne touche pas par terre. En journalisme, on fait souvent ce qu'on peut, on fait de notre mieux. On n'a pas toujours le temps de penser, de s'asseoir, de prendre du recul par rapport à la vision du monde qu'on est en train de présenter. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que le genre d'exercice aujourd'hui auquel on m'a convié m'a permis de le faire. J'ai écrit aussi « Les sujets nous choisissent » parce que des fois, ça nous tombe dessus. Je vous donnerai quelques exemples au fil de la présentation. Je vais faire vraiment juste une petite introduction pour que vous sachiez un peu plus qui je suis, c'est quoi ma vision et pourquoi aussi on a choisi ce titre un peu compliqué là, entre chiffres humains et politiques. Moi, le sujet de l'immigration, je trouve ça fascinant, je trouve ça passionnant et infini. Je trouve que ça recoupe une foule d'autres sujets. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes dans la salle de rédaction du Devoir qui viennent me voir pour me dire « Ah ben là, il y a comme un angle immigration dans mon sujet en environnement, en économie, je suis avec les conditions de travail, la démographie, la langue, la culture, tu sais, c'est infini. » Donc moi, c'est aussi pour ça que je pense que je vais pouvoir continuer à me consacrer à l'immigration vraiment longtemps. Pour moi, l'immigration, c'est aussi notre lien au monde. Ici, moi, je suis née dans un petit village du Québec. Il n'y en avait pas d'immigrants, mais mes parents avaient une épicerie fine. Et on allait à Montréal chercher des produits qu'on disait dans ce temps-là exotiques parce qu'il n'y en avait pas dans les réseaux de distribution. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis venue à parler de l'immigration. Mais donc, ça a été mon lien au monde aussi pendant longtemps avant que je puisse voyager. Je pense qu'après le commerce, après les biens de consommation, ça doit être le plus fin réseau d'interdépendance qu'on a. C'est un miroir aussi de qui on est, qui on décide d'accueillir, comment on les accueille. Puis, ben, je pense que c'est humain. C'est l'histoire des humains depuis la nuit des temps. On nous déconseille souvent de commencer nos textes comme ça à l'université, mais là, j'ai osé. Regardez-vous juste, on cherche la mobilité. Je veux dire, avec la mondialisation, moi, je suis venue de Montréal hier, mon père s'en va au Costa Rica. Nous, on le fait par le voyage, mais il y en a qui le font par la migration. Un sujet infini, donc c'est ça c'est un peu des angles que j'ai fait. J'ai fait une enquête en 2016-2017, alors qu'on ne parlait pas beaucoup des temporaires. J'avais trouvé justement un sujet qui m'a choisi. Quelqu'un m'avait appelé de contact, d'un contact. C'était un travailleur agricole du Guatemala sur une ferme dans la Naudière qui dit « Je me suis cassé le bras, mon patron a tardé avant de m'amener à l'hôpital. Puis je suis un peu inquiet parce que j'ai vu 2 autres de mes collègues se faire renvoyer, dans le fond, au Guatemala alors qu'ils étaient malades ou blessés. » À partir de là, on a commencé à essayer de les contacter. On est allé au Guatemala sur place. On a appelé ça « Retour à l'expéditeur ». Encore une fois, la recherche m'a vraiment inspirée parce qu'il y avait eu un article scientifique en Ontario exactement sur le même thème. En fait, combien de personnes on expulse ou on retourne chez eux alors qu'ils sont en emploi ici à cause de lésions professionnelles. C'est encore un thème vraiment d'actualité, je pense. J'ai fait des reportages sur les changements climatiques, la migration dans le delta des Sundarbans en Inde, dans l'est de l'Inde. Au Népal, avec les jeunes Népalais qui partent dans les pays du Golfe. J'ai fait des reportages aux États-Unis. Est-ce que les sanctuaires climatiques existent? Y aura-t-il un endroit où nous pourrons fuir les changements climatiques ou les bouleversements? La réponse, c'est non.
J'ai fait aussi une série d'articles sur les transferts d'argent des immigrants, qui est un énorme flot monétaire à l'échelle mondiale. Ça m'a amené dans 3 pays différents. Ça fait beaucoup, je continue à en faire, je pourrais en parler pendant des heures. Quand j'ai commencé à suivre le sujet en 2016, ça c'est un article que j'avais publié le 19 août 2016, on s'était rendu compte en fait que les cibles, là, les fameuses cibles dont on parle maintenant, chaque jour, bien, ils allaient être dépassés. Mais à ce moment-là, quand on disait même seuil d'immigration, j'en avais parlé avec mon pupitre, là, mon patron direct au Devoir, puis elle disait « Ah, ben je sais pas trop de quoi tu parles, de quoi tu veux parler avec ça? » Je disais « Ouais, on va les dépasser cette année. » Donc, tu sais, on était publié quand même quand on parlait d'immigration, mais l'attention du public et de la classe politique était beaucoup moins élevée. C'était moins un sujet de polarisation. Puis je pense qu'il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet-là. Moi, je ne suis pas une spécialiste non plus de cette question-là, alors qu'en contraste, aujourd'hui, on voit que même le premier ministre, François Legault, prend souvent la parole sur ces enjeux-là. C'est devenu un enjeu de campagne. J'ai remarqué même récemment les conférences de presse de la ministre de l'Immigration. Auparavant, on pouvait l'avoir elle seule, mais souvent, de plus en plus, en fait, les 3 dernières conférences de presse, le premier ministre était présent également, ce qui symbolise quand même, qui signale une attention accrue. Ça, c'est pour la petite histoire. Après, les chiffres. C'est sûr que les débats en immigration, c'est beaucoup des chiffres. On a parlé des seuils, des milliers, des 35 000, des 40 000, des 50 000, des 70 000, des 108 000, des 80 000. Je pense que pendant un mois, là, pendant la campagne électorale, il y avait chaque semaine un nouveau chiffre, puis sans nécessairement que ce soit expliqué. Puis même nous, de notre côté, comme journalistes, on a demandé au gouvernement à maintes reprises, en fait, est-ce qu'il y avait des études, est-ce qu'ils pouvaient nous donner un peu des critères sur quoi ils basaient leurs chiffres, mais on n'a pas eu une réponse très satisfaisante. J'ai sorti une archive de 1913 pour vous montrer que c'est pas nouveau, mais c'était peut-être plus rare qu'on allait se concentrer ou qu'on allait polariser un débat autour d'un chiffre. Ça, c'était une enquête là, sur 6 articles qui parlaient d'immigration canadienne. Il venait d'avoir une immense vague d'immigration dans l'Ouest canadien. C'est aussi pour dire que à la fois l'immigration n'est pas nouvelle, les réactions non plus. Des fois, on a l'impression que c'est juste une répétition de l'histoire. C'est sûr que la vision de l'auteur, là, c'est Georges Pelletier, ici n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Là, on parlait beaucoup d'assimilation, il y avait des critères raciaux, des critères ethniques aussi dans les programmes d'immigration qui étaient très explicites. Donc, c'est ça. Mon rôle comme journaliste, moi, oui, c'est de comprendre les chiffres, c'est de les mettre en perspective. Ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui se présente bien dans une présentation parce que les barres sont tellement petites, mais ça donne quand même une idée que l'immigration, ça vient, ça va. Des fois, les gens ont l'impression qu'on atteint des niveaux sans précédent. C'est bien de le remettre en perspective. Qui se souvient, par exemple, que des demandeurs d'asile à la frontière entre le Canada et les États-Unis, il y en a eu 33 000 en 2003, ce qui se compare aux années 2017, 2018, 2019, donc des années quand même où on parlait beaucoup plus des demandeurs d'asile. Quand j'ai voulu avoir des informations sur ces années-là, je me suis dit, je vais demander à mes collègues. Il y en avait qui étaient présents, au fond, pendant ces années-là, 2003, 2004, mais ils ne s'en souvenaient pas. Donc, c'est difficile d'avoir une mémoire parce que le journalisme, c'est tellement un processus, moi je dis itératif. Tu sais, chaque jour, on écrit quelque chose qu'on veut le plus vrai possible, mais le lendemain, il y a autre chose, le lendemain, il y a autre chose. Donc, mes collègues, j'avais une collègue, j'ai trouvé un article dans les archives qui parlait de ça. Elle disait, j'ai aucun souvenir. Donc, c'est pour ça aussi que la recherche est importante dans ce sens-là. C'est aussi pour ça que retrouver les chiffres, ça peut donner beaucoup d'idées pour des articles. Les chiffres, c'est aussi ça qui m'a amenée à faire le documentaire. J'ai ma collègue Sonia Djelidi, qui n'est pas journaliste, qui avait l'intuition qu'elle voyait de plus en plus de temporaires. Pas juste une intuition, je pense qu'elle vérifiait aussi autour d'elle dans son milieu de travail. Et à partir de là, on s'est dit, c'est une histoire, on veut raconter l'histoire de ces gens-là, mais allons voir c'est quoi la tendance derrière ça. Et évidemment, on a découvert qu'il y avait énormément plus de gens sur des permis temporaires qu'auparavant, et aussi énormément plus que la cible dont on débattait publiquement. Donc, c'était vraiment ça, l'idée de base du documentaire essentiel dont Daniel Bélanger parlait tout à l'heure.
Et oui, c'est ça. On voulait faire un documentaire accessible, donc on ne peut pas juste partir par les chiffres, mais nos histoires, là, je vous en montre juste un petit extrait ici. À partir de Dorval, les travailleurs sont directement transportés sur leur ferme. Il y en a partout dans la province, en Gaspésie, au Saguenay ou bien sûr en Montérégie. C'est des gens qui vivent directement chez leur employeur et ils sont liés à une seule entreprise qui est tatouée sur leur permis de travail. Des travailleurs temporaires, il y en a de plus en plus, leur nombre a plus que doublé en 5 ans. Et leurs contrats sont aussi de plus en plus longs. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plus que saisonnier pour un été. Il y en a des milliers qui viennent sur des contrats de 1 an ou 2 qui peuvent être renouvelés. Et donc, ils se retrouvent à vivre, à travailler ici pendant des années. Le quotidien du travailleur étranger, le consommateur ne le voit pas. Dans le fond, c'est des micro-sociétés qu'on crée. Vous savez, dans une entreprise agricole qui a 250, 300, 400 travailleurs étrangers, c'est des villages. Alors, on pourrait ainsi dire, pas de travailleurs étrangers, pas d'agriculture. Écoutez, je vais utiliser un gros mot, là, mais c'est systémique. Là. C'est véritablement comme ça. Il faut se le dire, c'est la réalité. Voilà. Je ne sais pas si je dois changer ici. Non. Je pense qu'on va sauter celle-là parce que je commence à avoir pris beaucoup de temps déjà. Donc, vous voyez, le documentaire, c'était, oui, sur les temporaires. Là, je me rends compte, en fait, que je n'ai pas spécifié. On prenait vraiment les temporaires. Tout à l'heure, quand je parlais des temporaires, je prenais vraiment toutes les grandes catégories. Tout le monde qui est ici au Québec sur un visa avec une date d'expiration. Dans notre documentaire, on avait choisi, ou en tout cas, on avait été forcé de choisir certains programmes plus spécifiquement, des programmes qu'on a considérés comme plus précaires ou en tout cas dont les personnes avaient plus de difficultés à accéder à la résidence permanente, donc les travailleurs étrangers temporaires que vous avez vus et les demandeurs d'asile parce que bon an, mal an, il y a quand même le tiers ou le quart, là, ça dépend des années, des demandeurs d'asile qui sont refusés, donc ils doivent trouver d'autres solutions s'ils veulent rester. Comme je disais, je pense que depuis que j'ai commencé à couvrir l'immigration, il y a une plus grande politisation. C'est devenu un enjeu de campagne, alors qu'avant, quand j'en parlais avec mes patrons, ils disaient « Oui, écris ton texte, mais après, il va être publié peut-être en page A6 », ce qui n'est pas une mauvaise page, là, mais maintenant, on fait plus souvent la une, on reçoit plus de commentaires, on reçoit plus de gens qui veulent parler de leur propre histoire d'immigration. Donc, juste de cette façon-là, moi, je suis capable de dire oui, c'est vraiment quelque chose qui se discute plus sur la place publique. Les journalistes, on se considère souvent comme des courroies de transmission. J'ai plusieurs collègues, tous les médias ont des journalistes à l'Assemblée nationale. Quand le premier ministre, quand la ministre de l'Immigration sort de la Chambre et émet un commentaire, évidemment, on publie ce commentaire-là. C'est bien, on est des courroies de transmission. Il faut savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'on est aussi là pour remettre en doute, pour questionner. C'est peut-être la partie qui est la plus difficile à faire, puis celle qui nécessite le plus de temps, puis d'énergie, puis de ressources, et donc qui est parfois laissée pour compte. Je donne un exemple. Pendant des mois, le gouvernement caquiste est sorti pour dire « Ottawa doit payer pour les demandeurs d'asile ». Qu'est-ce qu'on se rend compte? Puis d'ailleurs, grâce à un chapitre d'un livre que j'avais chez nous le soir, parce qu'on s'était dit, il faut qu'on réponde absolument à cette question-là. Qui paie vraiment pour les demandeurs d'asile, que ce soit ceux qui passaient par le chemin Roxham ou ceux qui arrivent à l'aéroport aujourd'hui? Et on s'est cassé la tête parce que on a beau avoir des grandes aptitudes en recherche, si on ne sait pas ce qu'on cherche, si on ne sait pas c'est quoi le libellé dans le budget, dans le document de l'étude des crédits du ministère, on ne le trouvera pas. Et donc, à ce titre, la recherche peut nous aider parce que, c'est ça, dans un des chapitres d'un livre co-dirigé d'ailleurs par Adèle Garnier, j'ai trouvé la réponse finalement qu'il y avait une négociation plus ou moins régulière entre le Québec et le Canada, dans le fond les deux paliers de gouvernement, pour savoir à quel point Ottawa allait rembourser la facture. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé que tout ce qui est programme d'accueil, hébergement, c'est déjà payé par le fédéral. Évidemment, il y a un lecteur qui m'a écrit après la publication du texte pour me dire «
oui, ben en dernier recours, ce sont nous les contribuables qui payons. D'accord, mais finalement, pendant des mois, on a laissé le gouvernement Legault sortir sur la place publique pour dire que Québec était en train de payer davantage que sa part, mais c'était une technique de négociation. Puis on comprend, c'est une technique de négociation légitime, mais comme journaliste, il faut quand même être capable de le dire. Je pense qu'en plus d'être des courroies de transmission puis de citer les gens qui sont au pouvoir en nos pages, il faut aussi les mettre face à leurs contradictions. Récemment, quand on a eu le débat sur les résidents non permanents, Statistique Canada avait sorti des nouveaux chiffres qui disaient que le nombre de résidents non permanents, donc les immigrants temporaires, avait énormément augmenté dans les dernières années. Et la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, est sortie pour dire que ça l'inquiétait. Ça l'inquiétait, qu'elle était surprise, qu'elle allait en parler avec son homologue fédéral. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle peut vraiment être surprise? Parce qu'on s'entend que le ministère provincial a quand même toutes sortes de sources d'informations. Le ministère provincial doit approuver une grande partie des gens qui rentrent sur le territoire. Bon, il y a un grand programme quand même d'immigration temporaire qui relève seulement du fédéral. Là, on s'en va dans la complexité. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent sur des permis temporaires qui sont passés, qui ont le sceau du Québec pour être sur le territoire. Et donc là, je me suis dit, bien, on va essayer de les mettre face à leurs propres contradictions. On a fait des recherches dans les différents programmes, dans les différents ministères, puis on a découvert qu'il y avait, au bas mot, 8 millions de dollars, 10 millions de dollars qui étaient dépensés dans les dernières années pour aller recruter directement des travailleurs temporaires à l'étranger. Donc, on les a mis face à leurs contradictions. Vous dites qu'il y en a beaucoup, que vous êtes surpris, mais en fait, vous payez vous-même pour aller les recruter. On peut aussi juste vérifier tout simplement, comme je disais, quand on trouve une autre source d'information, oui, il faut être une courroie de transmission pour ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais il faut aussi être capable de dire, en fait, ils ont tort de le dire de cette façon-là. Toute l'année dernière, la ministre de l'Immigration, je parle beaucoup d'eux, et le premier ministre Legault ont dit que les hébergements débordaient et qu'il fallait fermer Roxham. Donc, pratiquement dans la même phrase. Ce n'est pas exactement ça la citation. Et quand on vérifiait, en fait, les hébergements qui étaient gérés par le provincial, par la province de Québec, les demandeurs d'asile qui s'y trouvaient n'étaient pas ceux passés par Roxham, mais ils étaient ceux qui étaient passés par l'aéroport. Et donc, c'était pas mensonger, c'était pas de la désinformation, mais c'était pas exact. Il faut aussi savoir calculer soi-même, puis on en reviendra dans d'autres exemples. J'ai fait les chiffres, la politique, les humains. Évidemment, c'est la partie que j'aime le plus de mon travail, rencontrer des humains, même quand ils ont des histoires difficiles. Je pense que je vais jouer l'autre d'après, justement sur les demandeurs d'asile, parce que ça fait quand même depuis 2017, moi j'étais en poste au devoir à cette époque-là, j'ai pris une pause depuis, mais en 2017, au mois d'août, on a commencé à parler des demandeurs d'asile qui arrivaient par le chemin Roxham à la frontière. C'est là où le stade olympique avait été converti dans un refuge temporaire, il y avait eu des centaines de lits qui avaient été ajoutés, il y avait comme une cellule de crise, on en a parlé beaucoup pendant plusieurs semaines, et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas un phénomène nouveau, même s'il y avait une certaine accélération. Et ça m'a donné envie, jusqu'à aujourd'hui, de parler à des demandeurs d'asile, parce qu'on parle souvent des immigrants, des demandeurs d'asile, des travailleurs temporaires en leur absence. Puis j'en suis coupable aussi. C'est difficile des fois d'avoir des gens qui veulent nous parler, d'avoir le temps d'aller les rencontrer. Bon, il y a toutes sortes de contraintes. Mais c'est ça, pendant le débat sur Roxham, plus récemment, l'hiver dernier, je me suis dit, il faut absolument qu'on entende des gens qui sont passés par là, puis pas juste récemment. Donc, j'ai rencontré cette femme que vous allez voir. Pérou, États-Unis, je rencontre du monde qui me laisse en point X, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas risquer ma vie là-dessus parce que c'est fermé. Es muy difícil, es algo que jamás pensé que fuera a vivir. Du Pérou. On est allé aux États-Unis voir ma famille,
puis moi, j'avais l'idée de, oh, c'est cool, je vais partir en vacances voir ma famille. Ça faisait très longtemps que je ne les voyais pas. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte pas mal vite que ces voyages, ben, en fait, c'était à long terme, dans le fond. Yo trabajaba en Colombia como periodista, soy comunicador social y periodista, era investigador judicial, hacía reportes que eran publicados en un canal de cobertura nacional en Colombia, 3 grupos guerrilleros en la región donde yo trabajaba, lo que yo cubría, y la situación se hizo muy difícil. Surgió una amenaza que fue catalogada de demasiado grave por parte del mismo gobierno. Il y a des amis qui sont venus nous chercher à un point X, puis nous ont amenés le plus proche de la frontière canadienne. On est sortis de la voiture. Moi, c'est pas moi qui ai amené les valises parce que j'étais très petite, mais j'avais mon tout. On a dû marcher quelques kilomètres du point où ils nous ont laissés jusqu'à la frontière. Par la suite, nous nous sommes dirigés dans un conteneur avec d'autres familles. Lorsque j'allais aux toilettes, j'essayais d'aller aux toilettes parce que c'était vraiment pas propre, il y avait du monde qui dormait par terre. Ma mère me dit encore que si je n'avais pas pleuré lors de l'entrevue qu'on a passée aux douanes, je pense que peut-être qu'il n'aurait pas été notre cas. Je vais couper le vidéo, comme ça vous irez le voir. Non, c'est pas pour ça, mais parce que le temps presse, puis je veux quand même qu'on ait le temps pour des questions aussi avec la salle et avec les professeurs. Cette vidéo-là, c'était une vidéo vraiment que j'avais envie de faire. J'aurais aimé ça qu'on ait 2 heures pour pouvoir parler de leur histoire aussi avant, parce qu'on a quand même parlé juste de la frontière, mais au moins on mettait des voix. Au moins aussi on montrait que c'était pas un phénomène qui datait de la semaine dernière. Puis je veux juste ajouter un petit clin d'œil. Je fais ce travail-là, oui, pour rencontrer des humains, parce que je pense que c'est un débat vraiment important dans notre société aujourd'hui. L'immigration, c'est pratiquement le seul moteur de croissance démographique là, depuis l'année dernière. Je veux dire, c'est une tendance qu'on voyait venir depuis plusieurs décennies, mais là, depuis 2022, c'est 97% de notre croissance démographique qui est due à l'immigration. Donc, c'est pas un phénomène d'une petite ampleur. C'est sûr que quand on fait ce travail-là, on s'expose soi-même comme journaliste, mais aussi on expose les gens à qui on parle à toutes sortes de choses en ligne. Là. Je pense que je ne suis pas la première à le dire. Je suis allée oui, c'était en mars dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le territoire Mohawk d'Akwesasne, il y avait eu la découverte de corps de personnes immigrantes, là, des gens qui tentaient de traverser par le fleuve, là, par un petit bras du fleuve jusqu'aux États-Unis. Et donc, vendredi, je pense qu'on s'en est rendu compte comme jeudi soir assez tard. Et là, vendredi matin, à 6 h du matin, mon patron me texte « Peux-tu y aller? Veux-tu y aller? » OK, oui, j'embarque dans mon auto. J'arrive là-bas, puis en fait, la première chose que la police nous dévoile, c'est qu'ils cherchent le corps d'un enfant d'1 an ou 2. Moi, j'ai une petite fille qui avait cet âge-là à ce moment-là. Donc, c'est sûr que du point de vue émotionnel, tu sais, quand on enlève notre chapeau de journaliste qui est là pour une journée puis qui doit trouver de l'information, ça me touchait profondément, ça m'attristait profondément. Donc, j'ai tweeté pour dire déjà, ben, je suis à Akwesasne, on va suivre les déroulements au fil de la journée. Puis, je me disais, il me semble que quand même la mort de gens, c'est quelque chose qui est de nature à faire taire, qui est de nature à faire ressortir le respect. Puis ça, c'est le genre de commentaires qu'on m'a fait, puis même pas juste par rapport aux migrants, mais même par rapport à moi, parce que je venais de révéler que j'avais un enfant à la garderie. Donc, parfois, ça frise quand même le ridicule. Je reçois des courriels aussi. Ça, c'est un des pires courriels que j'ai reçus. J'ai osé le mettre là parce que je pense qu'il y a des gens qui hésitent encore à dire qu'il y a du racisme au Québec. Bien, je peux vous dire que dans ma boîte courriel, il y en a du racisme. C'est assez flagrant dans ce cas-ci. Je veux dire aussi que je reçois beaucoup de courriels de gens qui sont touchés par les histoires. Récemment, j'ai écrit un texte sur un groupe en francisation là, que je vais suivre au fil des semaines et j'ai reçu que des courriels positifs de gens qui me remerciaient de rapprocher en fait ces réalités-là. Ça m'est arrivé de recevoir un courriel d'une dame qui voulait inviter le couple dont j'avais parlé à souper. Ça m'est arrivé de recevoir un chèque pour quelqu'un dont j'avais parlé dans le devoir, un chèque par la poste. Là, tu sais, c'était 100 $, mais c'était vraiment quelqu'un
qui voulait faire quelque chose. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi les deux qui existent pour finir sur une note un peu plus positive. Merci beaucoup, Sarah, pour cette très belle présentation du travail magnifique que tu fais au devoir et que les journalistes font. Vous avez découvert que je parle aussi vite dans le documentaire qu'en personne. Je me force à parler tout le temps exprès comme ça. La première question que j'aurais, parce que tu es revenu sur ton parcours, c'était très intéressant, mais là je vais plus poser une question sur la complexité de la thématique, parce qu'au début tu as aussi dit que les journalistes venaient te voir quand ils avaient des questions, etc. Maintenant, l'immigration est un sujet vraiment complexe. Alors comment est-ce que ça affecte ton travail de journaliste et aussi la visibilité de la thématique dans les médias? Oui, c'est une question qu'on se pose souvent. Je veux juste dire déjà qu'il y a quand même une autre collègue au devoir, Lisa Marie Gervais, qui couvre l'immigration et même depuis plus longtemps que moi. On a vraiment chacun nos forces, on se complète. On se parle aussi souvent parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. Moi, j'aime dire que oui, l'immigration est complexe et c'est ce qui en fait toute la pertinence, tout l'intérêt de couvrir comme journaliste. Je ne veux pas dire que c'est compliqué parce que je trouve que c'est des fois une façon de se dédouaner puis de pas le faire, en fait. On dit « Ah, c'est compliqué, je touche pas à ça ». Quand je dis que mes collègues viennent me voir, bien, c'est des fois, justement, comment demander des statistiques au ministère de l'Immigration, là, que ce soit provincial ou fédéral, comment ça s'appelle, les différentes catégories, le programme vient de changer de nom, comment il s'appelait avant, t'en souviens-tu? Ce métier-là, est-ce qu'il est sur la liste du traitement simplifié? Depuis quelle année il est sur la liste du traitement simplifié? Qu'est-ce que ça change? Ah, les obligations d'emploi. Là, c'est juste un exemple de la complexité, des exemples de la complexité. Mais comme je dis, je pense que ça en fait quelque chose qu'il faut d'autant plus toucher. C'est sûr que si on fait un texte très technique, par exemple, j'ai fait un texte un peu plus technique là, au printemps dernier qui disait « Qui sont les temporaires? » Mais je pense que c'est une question que tout le monde se pose, mais finalement, la réponse était très, un peu comme un manuel scolaire. Là, tu sais, telle catégorie, c'est telle personne, voici les 5 pays d'origine les plus fréquents dans cette catégorie. Mais je pense que ça peut devenir un peu, ça reste en ligne comme référence. Bon, en fait, il faut que ça soit bien référencé pour que les gens tombent dessus. Puis ces genres de textes, des fois qu'on va aller ajouter dans un autre texte, dans le fond, on va mettre un hyperlien. Donc, quelqu'un qui lit un texte, qui se pose une question, ah, ben, on a peut-être déjà répondu, on va renvoyer. Ça, je pense que c'est une bonne façon de le faire. On passe aussi beaucoup par les histoires personnelles. Je pense que souvent, les gens, la mémoire humaine est faite de façon à ce que quand on associe, bien, on a juste à voir tous les grands récits religieux, c'est des histoires. Quand on associe des personnes, ça devient plus facile de s'en souvenir, plus facile de comprendre. Mais oui, il faut vulgariser, il faut simplifier. Récemment, il y a un communiqué de presse qui est sorti sur un programme humanitaire. Bien, je t'ai appelé. On a essayé de comprendre à 2, à 3. On a des contacts d'avocats en immigration, des consultants, des gens dans le milieu communautaire. Donc, souvent, on les appelle, mais des fois, ça presse. Donc, on les appelle puis on dit « J'essaie de comprendre, puis je vais publier ce que j'ai compris, puis demain, on publiera quelque chose d'autre si on comprend mieux, si on a plus de détails. » On essaie d'appeler aussi les cabinets des ministres. Des fois, ils vont nous donner de l'information qu'on ne peut pas citer directement, mais qui aide à notre compréhension. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Désolée. Merci beaucoup. Je vais juste poser une autre question pour y rebondir. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Sarah Champagne comme journaliste, parce que je fais avec d'autres aussi, mais c'est ça, sur le travail de collaboration entre chercheurs et journalistes, si tu pouvais parler là-dessus. Merci. Oui, je pense qu'il faut le dire d'emblée, là, on a 2 temporalités vraiment très, très différentes. Puis ça prend de la compréhension mutuelle, en fait, pour bien collaborer. Autant de notre côté, il faut comprendre que les professeurs, les chercheurs ou même les étudiants ne sont pas disponibles dans l'heure. C'est sûr que quand quelqu'un nous répond et nous dit « je peux te donner une entrevue », on est lundi, admettons, « je peux te donner une entrevue samedi après-midi prochain », mais là, le fait est vraiment d'actualité. Malheureusement, on est obligé de décliner là, de part et d'autre. C'est important de collaborer avec les chercheurs parce que des fois, on est comme des poules pas de tête, puis on n'est pas capable de voir les tendances de fond. On nous amène tellement d'eau à notre moulin, on nous amène des cas, justement, je parlais des avocats en immigration, ça arrive souvent, au moins une fois par semaine, qu'un des contacts m'écrive « mon client est désespéré, tout ce qui nous reste, c'est médiatiser son cas ». Souvent, c'est pas dit comme ça, mais on le comprend.
Et donc, on est souvent dans essayer de comprendre la situation qui est là devant nous. La même journée, il y a une conférence de presse qui n'était pas prévue. Il y a un autre média qui a publié un article très, très important qui touche l'immigration. Donc, tu sais, on ne peut pas se cloner non plus. Alors, ça va vite. Et donc, c'est d'autant plus important de pouvoir appeler quelqu'un, appeler un chercheur, appeler un professeur. Puis je pense que un coup qu'on a un réseau, là, qu'on a parlé une fois, deux fois à plusieurs professeurs, la collaboration est vraiment très bonne. Moi, je déplore de notre côté des fois que ce soit difficile de prévoir ou de planifier pour permettre la sortie de rapports importants. Je pense à Partant, l'équipe avec Daniel Bélanger. Vous avez publié des rapports successivement, plusieurs rapports au printemps dernier, puis à chaque fois on se disait il faut couvrir, mais c'était la fin de la session parlementaire, la réforme des programmes en immigration. Moi, je couvre aussi l'aspect pesticides en environnement, puis je pense que la même journée, il y a eu 3 décisions importantes de 3 ministères, puis là, j'étais juste... Puis je voulais écrire sur les 3 parce que les 3 sont vraiment importants pour moi, sont passionnants, c'est des dossiers que j'ai suivis. Il y a aussi la profondeur avec laquelle vous êtes capable d'aller qui nous échappe parfois. Il y a de notre côté l'avantage des fois de, si on se casse la tête moins longtemps parce qu'il faut publier. Je pense qu'ici au Québec, si on est spécialisé comme journaliste, ce qui est de plus en plus... en immigration, je ne veux pas dire que c'est de plus en plus rare, mais en général, les médias, ils vont plus vers des journalistes généralistes. Et en immigration, je pense que les journalistes finissent par se spécialiser parce qu'ils voient bien que c'est presque impossible de couvrir tout ce qu'il y a à couvrir si on ne connaît pas bien le domaine. Je pense que ça peut aider la collaboration, d'avoir des journalistes spécialisés. Puis je veux dire qu'au Québec, dans le fond, il y a une forme de proximité parce que le marché médiatique n'est pas si grand, donc il est possible de connaître les journalistes, puis vice-versa, il y a plusieurs chaires de recherche quand même en immigration, mais c'est pas infini. Donc, on peut se rencontrer, on peut se parler. Par contre, dans des marchés qui sont plus grands ou des universités qui sont plus grandes, il y a des gens qui sont attitrés seulement à faire circuler, dans le fond, les rapports et l'information et qui vont appeler directement les journalistes. Une journée d'actualité, ils vont dire « Il y a ça qui vient d'arriver, écoute, j'ai 2 personnes qui peuvent te parler dans les 3 prochaines heures. » Ça, c'est plus rare au Québec. Je pense, par exemple, il y a je ne sais plus c'est quoi le nom, là, mais il y a un organisme aux États-Unis sur la science climatique qui fait que ça, dans le fond. À chaque matin, ils publient une liste. Puis il y a plusieurs, les universités le font, là, chaque université, chaque département ont des personnes en communication, mais je pense qu'elles aussi sont débordées. Donc, je pense que ça serait une belle avenue pour améliorer la collaboration. Donc, j'ai enchaîné avec, j'aimerais parler avec Sarah un peu des coulisses de la couverture médiatique. Donc, on sait que les journalistes travaillent avec des sources, donc des contacts. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment ça se passe, comment on entretient ces relations, puis comment on les trouve, ces personnes. J'ai envie de répondre par un seul mot, WhatsApp. Non, mais les sources, tu sais, quand on pense à des sources, souvent, on s'imagine un peu la source cinématographique, tu sais, le journaliste qui prend le téléphone, qui appelle quelqu'un qu'il ne connaît pas, et voilà, la personne lui parle, mais c'est sûr que c'est plus compliqué que ça. Ça nous arrive de faire des appels à froid, du cold call. Ça m'est arrivé récemment dans un ministère fédéral que je nommerai pas parce qu'il y avait un phénomène que j'essayais d'éclairer un peu. J'ai trouvé une liste de fonctionnaires. C'est sûr que c'est rare que les fonctionnaires ont envie de parler, mais des fois, quand il y a un problème dans un domaine, les gens vont être sur le bord de vouloir révéler publiquement, dans le fond, ce qui se passe. Vraiment le lanceur d'alerte, comme on l'a vu, par exemple, dans le dossier des pesticides. Là, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais il y avait un lanceur d'alerte comme ça au sein du ministère de l'Agriculture, avec qui, d'ailleurs, j'avais beaucoup échangé. Donc ça, c'est comme la source la plus difficile à obtenir, si on peut dire. Quelqu'un qui connaît les programmes, qui connaît ce qui se passe au gouvernement, puis qui a envie de parler, souvent vraiment de façon anonyme, on ne peut pas le citer, mais nous, ça nous piste. Puis ça, je pense qu'il faudrait que les gens sachent ça davantage. Quand on parle à quelqu'un, c'est pas pour se sauver, voler l'information, puis le mettre en citation, puis citer la personne contre son gré. Tu sais, c'est vraiment pas ça, l'éthique de travail journalistique.
à moins qu'il y ait une question d'intérêt national, je dirais, là. L'éthique journalistique, c'est si tu me parles, moi, ça va peut-être m'aider après ça à parler à la deuxième, à la troisième personne qui va être la bonne personne pour moi. Donc ça, c'est une façon de trouver des sources. Du point de vue de l'immigration, comme je disais, on reçoit quand même beaucoup de courriels de gens qui disent « je veux raconter mon histoire ». C'est sûr, c'est un segment de l'immigration, c'est, on va dire, un groupe socio-démographique. Les travailleurs étrangers agricoles temporaires, par exemple, ne m'écrivent pas de courriel pour me dire qu'ils vivent des problèmes. C'est vraiment plus les groupes communautaires comme le réseau d'aide aux travailleurs avec qui d'ailleurs vous travaillez beaucoup. Ça va être, là, au fil des années, j'ai un pasteur des fois qui m'appelle, j'ai mon numéro qui s'est passé de personne à personne. Ça m'arrive souvent de parler à un travailleur puis de lui dire est-ce que tu as des collègues qui vivent de la même façon, de la même chose, peux-tu me donner leur contact? Donc, j'essaie toujours de dire mon numéro de téléphone est pour tout le monde, faites-le circuler. Ça arrive régulièrement là, que j'ai des gens sur WhatsApp qui m'écrivent ah écoute, telle personne m'a parlé de toi. Ça, c'est une autre façon d'avoir des sources. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ouais, ça, c'est vraiment comment les obtenir. Après, comment maintenir la relation, puis quel genre de relation on peut avoir avec les sources. C'est sûr qu'en immigration, on fait souvent appel à des gens qui sont dans des moments vulnérables de leur vie. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment en être très, très conscient, puis jamais se présenter comme un ami. Pas parce qu'on est antipathique, pas parce qu'on ne peut pas être empathique face à leur situation, mais c'est parce qu'il faut décrire notre rôle. Il faut dire moi, je suis là parce que je veux te poser des questions et publier. Si la personne est... C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va convaincre beaucoup de monde, là, mais si la personne est réticente, c'est de dire « je suis pas là juste pour... je suis pas un organisme d'aide. Je suis pas une avocate. » Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers moi pour avoir des conseils en immigration, puis au fil des années, je me suis dit il faut vraiment que je trouve comme une formule pour expliquer que moi, je suis pas habilitée à donner des conseils, que ce serait pas leur rendre service. Par contre, je vais référer des gens, ça m'arrive de le faire, parce que je pense qu'il faut quand même être humain à travers ça. Là. Moi, je suis pas une banque alimentaire. Si j'essayais d'aider chaque personne qui a été dans des situations vulnérables, bien, je serais plus journaliste, je ferais ça à temps plein. Puis bon, c'est peut-être pas une bonne excuse, là, mais c'est aussi qu'il faut pas sortir de notre rôle. Nous, quand on parle avec une source, quand on parle avec quelqu'un qui veut raconter son histoire, il va falloir éventuellement vérifier plusieurs éléments de son histoire. Puis il ne faut pas que la personne prenne ça comme si on était une police qui fait une enquête sur est-ce que c'est une bonne personne ou pas. Donc, c'est vraiment de l'expliquer. Puis ça a l'air facile à expliquer quand on est dans un monde où tout le monde écoute la télé, écoute la radio, mais il y a plusieurs personnes avec qui je parle. Puis là, évidemment, je pense aux travailleurs étrangers agricoles temporaires qui n'ont pas de culture médiatique comme au Québec. T'sais, ils ont eu peu contact avec des médias d'information traditionnels, que ce soit papier, que ce soit la télévision. Je me souviens au Guatemala, la télévision que je regardais, c'était vraiment une presse très sensationnaliste qui parlait juste des meurtres par arme à feu. Donc, en tout cas, c'est pas pour dénigrer les médias au Guatemala, là, c'est pour dire qu'il faut être conscient que la personne n'arrive peut-être pas avec tout le bagage pour comprendre c'est quoi mon travail. Donc, je prends vraiment plus de temps pour l'expliquer dans ce temps-là. Je vais souvent essayer de montrer ce que j'ai déjà publié en disant « ça va être comme ça », tu sais, mais même à ça, des fois, les gens sont surpris qu'ils vont être en première page ou que leur photo va rester sur Internet. Puis ça, c'est tout un autre débat puis un autre sujet. Merci Sarah. Ça nous amène sur le sujet de l'anonymat. Parce que nous, en recherche, comme tu sais, on a des comités d'éthique là, qui nous... on a beaucoup de contraintes là-dessus pour protéger nos participants à la recherche, alors qu'en journalisme, vous privilégiez plutôt de révéler l'identité des personnes qui vous fournissent des informations ou qui témoignent. Donc, parfois, ces personnes veulent garder l'anonymat. Comment on décide est-ce qu'on accorde l'anonymat ou non? Oui, comment on décide? Bien, en fait, il faut que la personne nous le demande, déjà. Il faut que la personne fasse elle-même la demande d'être anonyme.
tu le dis, l'anonymat en journalisme, ça doit être l'exception. Il y a des critères très définis, dans le fond, dans le guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Nous, ce sont ces critères-là qu'on utilise au devoir. Ça va être de dire, là, c'est pas exhaustif, là, mais est-ce que il n'existe pas d'autres sources pour obtenir la même information? C'est sûr que quand quelqu'un raconte son histoire personnelle, ben, la réponse c'est non, mais il y a quand même d'autres sources qui peuvent nous permettre de vérifier. Est-ce que l'information sert l'intérêt public? Est-ce que la source peut s'exposer à des préjudices en raison de la publication de son nom complet? Donc souvent, ce que les gens vont nous dire, c'est pour la sécurité, c'est parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Donc ça, c'est des raisons valables pour accorder l'anonymat. Une question, je pense, beaucoup plus complexe et difficile, c'est est-ce qu'on... jusqu'à quel point on essaie de convaincre les gens de mettre leur nom, jusqu'à quel point on essaie de protéger les gens d'eux-mêmes. Je donne un exemple, il y a une personne d'origine mexicaine qui m'a appelé récemment, justement, quelqu'un avait donné mon contact pour dire « J'ai été congédiée d'une usine, je veux sortir publiquement pour en parler, je ne suis pas le seul, on est deux, notre contrat a été interrompu sans aucune raison valable. » Bon, là, déjà, j'ai demandé est-ce que quelqu'un te soutient, que ce soit le syndicat, si tu es syndiqué, est-ce que tu as un avocat, est-ce que, c'est juste pour aussi avoir une autre source d'information justement sur la même histoire. Puis il dit oui, je veux publier. Je dis OK, mais là, tu es conscient que ton patron va connaître ton nom, ton nom va rester. J'ai dit, moi, je t'encourage, ton histoire est intéressante, je veux qu'on collabore ensemble, toutes dans les formalités d'usage. J'ai dit, mais je voudrais juste que tu réfléchisses. Puis finalement, il m'a rappelé en me disant, tu as raison, je vais essayer de régler mon problème d'une autre façon. Est-ce que c'est l'idéal, quand tu es journaliste, de faire ça? Ben non, parce que déjà, je ne peux pas la publier, son histoire. Deuxièmement, si je la publiais sans son nom, c'est sûr que mes lecteurs ou même la classe politique, ça devient moins réel, en fait. Quand on ne publie pas le nom de quelqu'un, c'est moins... en anglais, ils disent « relatable », c'est plus difficile d'entrer en relation avec l'histoire. Là, je ne sais pas comment le traduire d'une autre façon. Donc, ça doit rester l'exception. Mais aujourd'hui, puis ça, c'est un débat qu'on a parfois dans nos réunions de production, aujourd'hui, les articles, les noms, les photos demeurent. C'est plus comme avant. Puis il y a plusieurs médias, notamment en Europe, aux États-Unis, qui se sont positionnés par rapport au droit à l'oubli. Est-ce qu'une personne en vit que pendant 12 ans, quand on Google son nom, on la montre dans son moment le plus vulnérable de toute sa vie, quand elle était en train d'arriver par le chemin Roxham au Québec? Moi, personnellement, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là pour les autres. Donc, puis de l'autre côté, les médias, on a des règles, les règles doivent s'appliquer assez uniformément le plus possible à tous. Mais bon, dans ce spectre-là de gens qu'on interviewe, il y a quand même les gens les plus puissants, puis il y a les gens les moins puissants. Est-ce qu'il y a une façon d'interpréter les règles différemment? Moi, je pense que c'est un débat qu'il faut avoir absolument. Merci. Oui, une question vraiment d'actualité. Je vais poser une dernière question à Sarah, puis après, je vais vous passer la parole, personnes en ligne et en public. Donc, commencez à préparer vos questions, puis vous pouvez vous approcher du micro. Donc, je voulais parler de la question de la représentation, parce qu'en recherche aussi, c'est très important pour nous, comment on représente les gens qui nous livrent leurs témoignages. Il y a tellement d'enjeux dans cette question, surtout quand on est dans un média qui veut vendre. Comment on fait? C'est drôle parce que justement, juste avant que vous m'invitiez à venir, j'étais sur un panel à Montréal, puis on m'a demandé est-ce que nécessairement l'immigration, ça devient sensationnaliste dans les médias? Ça m'a fait vraiment réfléchir parce que oui, d'un côté, quand on est un média, on veut être lu. On ne veut pas juste être lu parce qu'on aime notre gloire personnelle. On veut être lu parce qu'on pense que ce qu'on écrit est important, parce qu'on pense que les gens qui nous ont parlé méritent d'être entendus. Donc, on veut être lu. Fait que d'un côté, il y a une tension entre
On veut faire le mieux possible, on veut pas compromettre la sécurité des gens, on veut que l'histoire ait l'air réelle, que les gens tout simplement cliquent. Donc, il y a cette tension-là entre faire notre travail, je ne sais pas comment je peux le dire, là, mais on veut humaniser, on veut rapprocher les gens. Donc, si on met le nom, on va avoir quelqu'un. Je me reconnais dans cette personne-là. Ça m'est déjà arrivé de publier l'histoire d'une Syrienne qui s'appelait Sarah. Je veux dire, c'est sûr qu'il y avait un rapprochement plus grand. De l'autre côté, on ne veut pas juste faire passer les immigrants pour... Il y a les bons immigrants, il y a les mauvais immigrants. Dans les employeurs, il y a la pomme pourrie. Je ne sais pas si vous avez vu l'hiver passé, le Journal de Montréal avait fait sa une avec les immigrants parfaits. Puis quelque chose là-dedans, moi je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention de la part des journalistes ni des immigrants de se présenter comme « bien moi je parle français, j'ai un travail, je veux rester, pourquoi je suis pas capable de rester? » Nécessairement, c'est ça le réflexe qu'on a quand on raconte notre propre histoire, c'est ça le réflexe des journalistes. Puis ultimement aussi, des fois, publier ce genre d'article-là, ça peut changer le destin de quelqu'un, on l'a déjà vu, là, parce que les ministres de l'Immigration ont un pouvoir discrétionnaire, au fond, qu'ils utilisent parfois pour faire accélérer, débloquer certains dossiers. Puis ça, c'est jamais quelque chose qu'on peut promettre à quelqu'un, mais on l'a vu, ça arrive. Donc, les fameux immigrants parfaits, que ce soit dans Le Devoir ou dans le Journal de Montréal, est-ce qu'ils ont une meilleure chance parce qu'ils sont parfaits? Mais quand on est en train de dire ça, on est en train de dire que les autres ne sont pas parfaits. Est-ce qu'ils ont moins de mérite de rester ici? Donc oui, il y a une tension là-dedans. On veut présenter les personnes sous leur meilleur jour, puis de l'autre côté, on ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose à considérer. Puis, on a peu d'espace pour raconter des histoires complexes, des histoires complexes. Il faut vulgariser sans être réducteur, il faut parler d'autres pays, de tendances sans être essentialiste. On ne peut pas être toujours en train de dire les Colombiens y arrivent tous de cette façon-là, mais on veut aussi dire, bien, en ce moment, il y a une tendance des demandeurs d'asile à venir de la Colombie, pourquoi? Mais là, est-ce qu'on a le temps d'expliquer ce qui se passe en Colombie quand il y a 800 mots, 1000 mots, puis qu'on a déjà beaucoup d'informations à donner? Je pense que ça, c'est les tensions fondamentales dans mon métier, puis il faut vivre avec, puis il faut trouver l'équilibre à chaque fois différent. Merci beaucoup. Bonjour. Colette Brin, je suis professeure de journalisme. Merci pour l'invitation, merci pour la présentation, c'était génial. Vous avez parlé des sources et des sources anonymes en parlant surtout des personnes, si on veut, on peut les appeler des travailleurs temporaires ou enfin autre forme de personnes touchées par ces questions-là. J'aimerais vous entendre sur les sources gouvernementales, particulièrement dans les ministères, dans les agences gouvernementales, si ça arrive, ou si vous avez des entretiens sous couvert d'anonymat, si c'est des bonnes sources d'information ou si c'est vraiment très fermé. Et j'ai une deuxième question qui est aussi très haute. Sur la relation avec le public, vous en avez parlé avec les lecteurs, vous avez parlé des commentaires vraiment atroces là, sur Twitter, par courriel. Mais entre cet extrême-là et les gens qui sont plutôt sympathiques à ces causes-là, il y a tout un... En tout cas, il y a toute une population de masse qui est peut-être pas très favorable à l'immigration, ou en tout cas peut-être des préjugés, sans être nécessairement là, aussi extrême que... Alors, comment est-ce que vous voyez votre rôle comme journaliste par rapport à ces lecteurs-là en particulier, qui sont, je pense, assez nombreux malheureusement? Merci. Avant de commencer, j'avais dit que j'espérais des questions corsées. Donc, quand j'ai vu Mme Brin se présenter, j'ai dit « c'est la bonne personne ». Les sources gouvernementales, c'est extrêmement difficile. On finit par en avoir au fil du temps, mais je dirais que c'est souvent des gens qui eux-mêmes ont envie de nous parler et vont nous écrire. Et donc, qui peuvent avoir, oui, des réactions assez épidermiques parfois à nos articles. Je dirais que souvent, puis là, les deux questions sont liées pour cette raison-là. Là, souvent, les gens qui sont fâchés ou qui sont pas du tout du même avis que des gens qu'on a interviewés ont plus tendance à avoir l'énergie pour nous écrire que les gens qui disent oui, ça a beaucoup de bon sens. Donc, les sources gouvernementales, on finit par en avoir. Des fois, ça va être des gens qu'on va suivre qui étaient dans le milieu communautaire puis qui s'en vont dans un ministère, par exemple. Des fois, le milieu communautaire eux-mêmes sont une bonne source d'information sur les programmes et les politiques parce qu'ils participent à des tables de concertation, parce qu'ils ont eu des fois de l'information avant nous, parce qu'ils doivent se préparer à un changement de programme ou de politique.
C'est sûr que quand ça vient du milieu communautaire, c'est toujours plus difficile à vérifier parce que le pouvoir politique a tendance à pas confirmer d'emblée. Ça arrive aussi des fois qu'on a un bon contact dans un cabinet d'un ministre qui change de ministre, puis qui devient dans le bon ministère. Ça aussi, ça arrive. Puis encore là, des fois, c'est de l'information qui n'est pas publiable immédiatement, mais ça nous permet de nous préparer, par exemple en rencontrant des immigrants qui sont des exemples de, j'ai pas d'exemple, mais d'une nouvelle réforme, mais là, eux vont pouvoir tomber sous le coup d'un nouveau programme, par exemple. Les sources gouvernementales, sinon, mais c'est sûr que c'est toujours valable de devenir un peu ami avec les relationnistes des ministères, mais encore là, ils changent souvent. Des fois, on se fait un peu attitrer une personne. Je donne un exemple. Quand j'écris au ministère provincial de l'immigration, est-ce que vous pouvez confirmer que oui, il y a bel et bien une augmentation des demandeurs d'asile qui arrivent à l'aéroport, puis qu'est-ce qui va être fait pour ça du point de vue provincial? Puis que la personne prend le téléphone juste pour nous dire « Ah, mais en passant, ta question, on ne pourra pas y répondre parce que là, il y a telle autre grosse affaire qui s'en vient. » Ah, OK. Ben, cette personne était plus sympathique que tous les autres relationnistes qu'on a eu avant. Mais c'est extrêmement difficile. Puis ça, je pense qu'on devrait le dire plus, davantage publiquement comme journaliste. Avoir de l'information des ministères, c'est opaque. On fait des demandes d'accès à l'information. On se fait renvoyer qui est une loi là, qui nous donne accès à plus d'informations que juste par le département de communication. Puis on se fait renvoyer des pages et des pages entières caviardées là, de barres noires où est-ce qu'on peut absolument avoir aucune information. Ou encore, récemment, j'ai demandé, par exemple, des courriels qui étaient liés à une question très, très particulière. Puis ils m'ont juste envoyé des courriels insignifiants. Puis là, tous les courriels qui vraiment concernaient ma question tombaient sous le coup d'une exception à la loi. En tout cas, c'est souvent comme ça. Donc oui, c'est super difficile d'avoir des informations publiques. C'est pour ça qu'on va essayer d'y aller avec les statistiques qu'on sait qui sont déjà publiques ou des sites qui sont mis à jour régulièrement. Mais même à ça, tu sais, des fois, quand on a une question un petit peu plus spécifique, en ce moment, au ministère de l'Immigration fédérale, ça prend minimum 2 semaines à avoir une réponse. Donc, mais on est quand même chanceux d'avoir accès à ça. Là, des fois, j'ai même des gens du public qui me disent comment je fais pour obtenir les mêmes informations que toi, parce que les immigrants eux-mêmes ne sont pas capables d'avoir des réponses de où en est leur dossier d'immigration. Il faut eux-mêmes qu'ils fassent une demande d'accès, donc c'est assez compliqué. Le public. Donc oui, le public fâché est plus engagé, mais oui, il y a énormément de gens aussi qui sont, je dirais, qui veulent des fois avoir une réponse émotionnelle à ce qu'on vient de publier. En francisation, là, il y a une dame qui disait « Ah, j'aimerais ça envoyer le programme sur l'hiver aux profs de francisation dont j'avais parlé dans mon article. Ah, j'ai fait toute une présentation sur l'hiver au Québec, penses-tu que je peux y envoyer? » Puis tous les gens du milieu, ben on n'en entend jamais parler. on les voit pas, on les entend pas, mais pardon. On le voit quand même dans nos statistiques de consultation que l'immigration est un sujet qui est beaucoup lu par rapport à d'autres sujets. Donc, c'est souvent en tête du palmarès quotidien, là, nous, au Devoir, puis partout, dans tous les médias. Faites-vous pas d'illusions, on sait combien de gens cliquent sur chacun des articles. Donc, on peut suivre aussi l'intérêt du public de cette façon-là. Merci beaucoup. Là, je pose une question qu'on a eue en ligne de Frédéric Pérubé. Quel est votre plus grand défi de couvrir l'immigration pour vous? Bien, il y en a trop. On a des listes infinies de sujets. À chaque semaine, on commence sur 2 ou 3 sujets, puis on finit la semaine, on n'en a même pas publié un. Je pense que ça, c'est vraiment le plus grand défi. Le plus grand défi, oui, c'est de renouveler l'intérêt, de ne pas réécrire. Des fois, on réécrit le même texte, on a l'impression de réécrire le même texte, mais des fois, il est important de le faire aussi dans un point de vue d'explication ou de pédagogie. Oui, un des défis... Oui, c'est ça. Je pense que de convaincre des gens de mettre leur trip sur la table, de parler de leur précarité, c'est un grand défi, puis ça nous amène dans des dilemmes aussi, parce qu'on veut mettre une lumière sur un phénomène, puis de l'autre côté, on ne veut pas que les gens s'exposent de façon indue.
Je pense que toutes les lois autour, je veux dire, tous les débats autour de la loi sur la laïcité l'ont montré. Tu sais, on voulait beaucoup faire appel aux gens, aux femmes surtout, qui seraient touchées par la loi sur la laïcité, mais de l'autre côté, on savait que s'exposer en ligne, c'est vraiment pas facile aujourd'hui. Fait que ça, c'est vraiment un grand défi. Bonjour, moi c'est Charles, je suis étudiant multidisciplinaire, mais je suis aussi agent de mobilisation auprès de la communauté étudiante internationale à l'université. Puis je voulais poser une question, en fait, justement, nous, le public lambda, un peu généraliste, on n'est pas directement, moi je suis plus proche, mais on n'est pas directement lié à ces communautés-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, vous les journalistes, à justement mieux exposer les réalités puis à pousser les causes par en avant? Bien, nous dire dans le fond, c'est quoi votre cause? Parce que je veux dire, moi, l'immigration, c'est pas une cause, pour moi, c'est vraiment comme un sujet. Fait que si un jour, tu es devant une situation que tu trouves déplorable, inacceptable, que tu penses que les Québécois devraient savoir ou que le pouvoir politique devrait régler ou le milieu communautaire devrait régler, bien, appelle-moi, écris-moi, dis-moi, écoute, il y a ça qui se passe ici, je présume, à l'Université Laval, avec tel étudiant, où on voit de plus en plus, je pense aux étudiants internationaux, je pense qu'il y a de plus en plus de précarité. On a vu des articles sur l'utilisation des banques alimentaires ou le fait que les femmes qui sont étudiantes étrangères, qui tombent enceintes et n'ont pas de possibilité, c'est très difficile d'être couvert pour les soins médicaux. Ce genre de situation-là, ben, c'est des gens à l'interne qui ont dit ça n'a pas de bon sens, puis il faut que ça soit su. Donc, je pense que du point de vue journalistique, en tout cas, parce que je suis sûre que vous faites déjà plein de choses du point de vue humain, puis du point de vue de réseau à l'intérieur de votre université pour ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Quand même, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais en poser une autre en ligne qu'on a eue, et c'est un peu à voir avec la structure canadienne. Est-ce que la gestion de l'information en silo, donc avec les différents paliers de gouvernement par les différents ministres, c'est aussi un frein systémique à la communication? Ah oui, tellement. Puis l'immigration, ça touche tellement de ministères différents. Puis je dirais que c'est pas juste un frein pour l'information, c'est un frein même juste pour la bonne marche des programmes. Je prends le programme, encore une fois, celui que je connais le mieux, des travailleurs étrangers temporaires. Chaque ministère applique sa loi, son petit bout de règlement. Puis s'il y a une dénonciation qui est faite à Service Canada, mais ça ne pourra pas être pour le harcèlement parce que là, ça va être à la Commission des normes du travail. Puis non seulement c'est plusieurs ministères, mais en plus c'est plusieurs ministères de 2 paliers gouvernementaux. Les pouvoirs municipaux pourraient faire quelque chose, mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les ressources, par exemple, du point de vue des logements des travailleurs. Puis même pour nous, les journalistes, il y a une confusion complète. Il y a eu, il y a 2 ans, je pense, la fameuse histoire des logements dans les serres de Mers qui a été publiée sur le site de Radio-Canada. Oui, c'est ça, c'était les serres de Mers. Et ensuite, il y a la ministre fédérale de l'Agriculture qui a été invitée au téléjournal, en tout cas à Montréal. Mais moi, je regardais ça, je me disais, c'est sûr que c'est logique, bon, agriculture, les travailleurs temporaires, mais la ministre de l'Agriculture fédérale n'a absolument aucune compétence, ni sur les travailleurs temporaires, ni encore moins sur leur logement. Donc là, on la faisait répondre à des questions, puis je me disais, ouf, c'est une méconnaissance de notre part comme journaliste, mais ça démontre tout le problème de travailler en silo aussi. Bonjour, Mme Chantal, merci pour votre présentation. C'est très intéressant de mieux connaître le travail des journalistes là, au quotidien. D'ailleurs, je suis abonnée au Devoir. J'ai vu le document essentiel que j'ai trouvé excellent, là, qui explique bien, qui à mes yeux était essentiel pour démystifier un peu là, le vécu des migrants au Québec. Je me demandais, vous avez dit qu'on peut le voir encore. À quel endroit on peut le voir? Oui, en fait, c'est disponible en ligne gratuitement. C'est sur Télé-Québec, téléquébec.tv. Je pense que si vous cherchez, en fait, essentiel, documentaire, Télé-Québec, vous devriez arriver là, sur le bon lien. Mais oui, ça va être disponible encore pour au moins 1 an et demi, là, je pense. Donc, c'était ça notre plateforme de diffusion principale. OK. Et bravo pour votre prix, Judith. Merci tellement. Oui, bonjour, je m'appelle Céline, je suis étudiante à la maîtrise. Puis ma question, elle portait, déjà, vraiment, j'ai beaucoup de chance là, de vous écouter, puis très très contente de
de pouvoir vous entendre aujourd'hui. J'ai aussi regardé le documentaire, je suis un peu grande, donc je vais baisser. J'ai aussi regardé le documentaire Essentiel et j'ai su aussi vos articles. Puis une réflexion qui est venue à la suite de ce documentaire-là, je me disais que j'ai l'impression que dans les médias, quand on aborde la question de l'immigration, ça reste dans le domaine de l'immigration. Et on ne fait pas souvent des liens. En regardant Essentiel, je me suis dit, mais mon Dieu, enfin, ça remet en question aussi notre façon de consommer. Pourquoi on a besoin de consommer des tomates en mois de janvier alors qu'il fait moins 20? Enfin, oui. En tout cas, plein de... Là, les tomates, c'était pas un bon exemple parce que je suis pas très... Mais c'est ça. Puis aussi notre manière de produire. Enfin, j'ai l'impression que ces questions-là des enjeux envers les personnes temporaires, c'est clairement lié en fait à d'autres aspects. Puis je suis bien consciente que déjà couvrir l'immigration, comme vous l'avez très bien dit, c'est extrêmement complexe. Mais c'est ça, c'est des questionnements qui m'étaient venus. Merci. Merci. Ben oui, c'est vraiment un questionnement fondamental, puis c'est quelque chose qu'on essaie de développer de plus en plus parce qu'il faut... C'est sûr que quand on est en journalisme, la première question, c'est pourquoi publier ça? Pourquoi le publier maintenant? Donc, la question à laquelle les questions auxquelles tu fais référence, c'est plus un aspect dans leur globalité, dans le fond. Puis quand je disais comprendre pourquoi les demandeurs d'asile arrivent au Québec, je pense que ça touche exactement ça. Puis juste avant de commencer, on parlait des gens du Guatemala qui quittent parce que d'année en année, leur récolte ne suffit plus à nourrir leur famille, ne suffit plus à gagner un revenu d'appoint et donc se ramassent ici, soit comme travailleurs temporaires ou se ramassent aux États-Unis comme demandeurs d'asile ou personnes sans statut. Et donc, je pense qu'il faut parler de ces aspects-là, mais c'est comme si on ne se rend jamais à le faire. Tu sais, on est tellement pris dans le quotidien, on est tellement pris dans qu'est-ce qui se passe ici maintenant, qui a dit quoi, est-ce qu'il y avait raison, puis c'est un travail fondamental, mais il faudrait parler toujours de l'aspect systémique de tout ça. Tu sais, on consomme des biens d'ailleurs, mais pourquoi les gens vont venir jusqu'ici? De quelle façon la politique extérieure du Canada a déstabilisé certaines régions, puis encore plus celle des États-Unis. On a déstabilisé des régions entières et là, on se surprend ensuite que ces gens-là aient besoin de trouver un endroit sûr. Je pense que les changements climatiques, puis ça, c'est une des priorités qu'on veut avoir au devoir, parler de la crise climatique en regard des migrations, nous permet de le faire aussi parce qu'on y a contribué, on continue d'y contribuer davantage que notre part démographique, évidemment, mondiale. Et je pense que ça, c'est une bonne façon de le faire aussi. Mais oui, relier ça à notre quotidien. À un moment donné, quand on échangeait des idées au tout début là, du processus documentaire, ça a pris 2 ans et demi à faire la recherche, la production et tout ça, on se disait, est-ce qu'on fait vraiment comme le quotidien du Québécois, tu sais, qui met quelque chose au recyclage, là, ça s'en va à l'usine de recyclage. On connaissait un homme qui travaillait dans une usine de recyclage qui avait perdu son statut, puis après ça, tu sais, de fil en aiguille jusqu'à la fin de la journée, mais on trouvait que c'était, en tout cas, c'est pas l'approche qu'on a retenue finalement, mais ça serait une bonne façon de le faire, je pense. Je vais poser une dernière question que je vais poser qui vient en ligne, c'est quel impact le blocage de Meta a-t-il sur les médias selon vous? Rapidement, parce qu'on va devoir terminer. Oui. Question importante. C'est un effet, je dirais, délétère. C'est très, très difficile en ce moment d'avoir beaucoup de visibilité pour tout ce qui est contenu journalistique. Bon, c'est sûr, moi, je suis dans un média écrit principalement. On n'est pas diffusé sur des chaînes de télévision. Donc, le blocage de Meta, oui, ça nous affecte. Ça affecte les revenus. Évidemment, ça, c'est toutes des informations. Je ne peux pas partager plus de détails, là, c'est confidentiel, tout ça, mais à chaque année, on publie nos résultats, puis les résultats du devoir seront publiés en temps et lieu, là, mais tous nos collègues, les médias se parlent entre eux, il y a des réseaux pan-canadiens par rapport au blocage de Meta. Parce que Meta, finalement, a fait ses propres études et se rend compte qu'eux ne sont pas vraiment affectés. Donc, on a peut-être plus besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous. Merci beaucoup. Alors, on remercie chaleureusement Sarah Chapelle. Merci beaucoup pour l'invitation.